Oh, alors je crois que je vais... je vois que je commence à prendre trop de temps. Un mot sur l'investissement, je crois que c'est très important. Donc le groupe là, c'est indéniable, l'effort d'investissement a augmenté. Et c'est une bonne chose. Faut pas, c'est une très bonne chose. On l'a suffisamment pendant longtemps déploré pour que maintenant on ne va pas gâcher notre pays. C'est une bonne chose. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est pas combien, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ces investissements? Autrement dit, est-ce que les investissements que nous faisons aujourd'hui sont les investissements qui correspondent d'abord aux besoins de la population? Parce que c'est quoi l'économie si ce n'est pas pour répondre d'abord à la satisfaction des besoins de la population? Or, la question aujourd'hui, c'est est-ce que les investissements que nous sommes en train de faire dans les infrastructures, notamment les autoroutes, les ports, les aéroports, les aérogares, les stations de tourisme, évidemment, et le fameux TGV, est-ce que ce sont... Et encore une fois, je ne voudrais pas, je vous assure, je veux être le plus objectif possible, je ne veux pas colporter des états d'âme, je veux être le plus neutre possible. Prenons le TGV. Je vous assure, et c'est encore une fois, indépendamment des considérations que vous connaissez derrière. Allez, je veux dire d'abord, appeler quelqu'un un martien. Un martien. Doté, je le vois de quoi? De ce qu'on peut appeler le bon sens. Mais ou de droite, ou de gauche, là, le gouvernement, dans le gouvernement. Il est simplement doté d'un minimum de bon sens. Ou en économie, on ne dit jamais. C'est très simple, l'économie. L'économie, c'est quoi? C'est en dernier lieu, c'est l'art d'affectation des ressources. C'est tout. Vous avez des ressources qui sont toujours limitées par rapport aux besoins. Toujours limitées par rapport aux besoins. Eh bien, l'économiste, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des choix d'affectation de ressources. Et donc, chaque dirham qui est affecté là, alors ça veut dire qu'il n'est pas affecté là. Donc, c'est le produit d'un choix. Hadi à l'économie. Vous dites, عيطوا له مارسيا قولوا له ودي واحد بلاد راح في un réseau ferroviaire qui quasiment n'a pas bougé depuis 50 ans, depuis l'indépendance. Donc le réseau les خلونا avec le tracé ديال الاستعمار parce que ça correspondait à leurs intérêts. راه les 3/4 du pays مازال ما عندهمش les wagons. واحد البلاد سميتها زاكولا مسكين باغي غتحلم عمرها يوصلها الترم. Par exemple, je parle pas de Barfa. قربت الجزائر, ça devient autre chose. Vous voyez que volontairement je reste dans le train. Je ne veux pas élargir, par exemple, que nous sommes dans un pays, statistique officielle, 40% des villages, des localités rurales sont encore enclavés, la piste, en milieu rural. D'abord, en ce moment, quand il pleut, quand il y a la neige, ou la flotte Atlas, il y a des villages qui sont tout simplement coupés du monde. Parce qu'il n'y a pas de... Rien la piste, donc je suis à l'autoroute, la piste, mais qu'il y a neige. Donc je reste dans le ferroviaire. Je reviens à mon martien. Vous lui dites, le réseau étendu sur l'ensemble du territoire, mais même les réseaux centraux, si je puis dire, mais le doublement de la voie. Comme un exemple. Marrakech, Casa Marrakech. Vous imaginez Casa Marrakech. C'est quand même un trajet aujourd'hui avec Marrakech, c'est un trajet extrêmement fréquenté, mais il n'y a pas de double voie. Or, celui il y a la double voie. La double voie, il y a un trajet en 2h30 ou là en 5 heures. C'est ça ce que ça veut dire, concrètement pour le client. Ça veut dire que vous faites le trajet en 2-3 fois. C'est pas normal. Donc, dites à ce martien, il y a la solution dans le pays, et il se fait que ce même pays, il a décidé de construire un TGV. En plus, la partie du réseau qui est la mieux servie, c'est-à-dire qui est déjà servi par le train, où il y a une autoroute, où il y a... À votre avis, c'est le martien?
واش هادشي معقول؟ فوالا هذاك الكلام ديال معقول. واش معقول؟ Je vous assure, vous voyez bien que j'essaie de rester dans les choses qui sont de bon sens. Donc c'est évident qu'on fait des mauvais choix. Quand vous faites, j'espère que, l'autoroute Fès Oujda. Je répète, bien sûr, qui ne serait pas avec l'autoroute Fès Oujda? Mais c'est évident que l'autoroute Fès Oujda est un investissement qui restera improductif, qui ne sera jamais rentabilité tant que les frontières avec l'Algérie ne seront pas ouvertes. C'est évident. Parce que c'est les Algériens qui vont rentabiliser ce tronçon. C'est pas les trafics intra. Est-ce que c'était, je ne dis pas que c'était nécessaire, est-ce que c'est une priorité? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que les stations, les d'abord aux 3/4, la 4/5e Wakfin, Fsaidia, ou le sud, est-ce que c'est des bons investissements? Est-ce qu'il ne fallait pas mieux affecter ces ressources à des choses plus concrètes? Plus concrètes, on parle, d'abord on se réveille quand il pleut, il y a des quartiers qui sont complètement délabrés, il y a des gens qui sont... Est-ce que c'était pas mieux de construire des choses plus simples, plus faciles, plus liées avec les besoins de la population? Donc voilà, tout ça c'est simplement pour vous dire qu'il ne suffit pas qu'on nous dise le taux d'investissement a augmenté pour qu'on ferme notre bouche. Allez, on reste. C'est évident qu'aujourd'hui, il faut qu'on demande, il faut qu'on pose des questions sur la nature des investissements qui sont faits. Et je vais revenir, qui décide de ces investissements? Qui décide? Alors, Charles, je peux continuer de façon sans sang. Alors, donc on va passer. Je ne veux pas évoluer. Je ne veux pas avancer. C'est bon. Voilà. Alors, donc, rapidement, en fait, j'ai beaucoup de choses. Sur l'ouverture, c'est le quatrième axe. Sur l'économie, je vais dire les choses très simplement et ensuite je vous donne des chiffres suffisamment clairs pour qu'il n'y ait pas besoin de beaucoup de commentaires. Je vois le problème de l'ouverture. Alors, quand vous regardez l'histoire de toutes les économies, je peux vous assurer, allez regarder, instruisez-vous, lisez, faites ce que vous voulez, toutes les expériences. Vous vous apercevez que tous les pays, car il y a des séquences dans leur processus d'intégration dans l'économie mondiale, les pays commencent toujours par faire des réformes internes. Pour renforcer leur tissu productif, améliorer leur compétitivité, et ce n'est que et seulement lorsque ils acquièrent cette capacité d'export, il faut une offre d'exportation. L'offre d'exportation, c'est la production qui va la faire, elle ne va pas tomber du ciel. Donc, c'est lorsqu'on dispose d'une offre exportable suffisante, et surtout compétitive, que tout le monde se déclare le plus libre-échangiste du monde. Les États-Unis, je vous dis, étaient protectionnistes jusqu'aux années 50. Ça, les années 60, la Grande-Bretagne était libre-échangiste au 19e siècle, lorsque ça l'arrangeait. Après, lorsqu'elle est tombée en désuétude, là elle est tombée en crise, elle n'était plus libre-échangiste. Bref, vous pouvez prendre les exemples que vous voulez. On est libre-échangiste, on est avec le libre-échange et l'ouverture quand on sait qu'on va gagner au libre-échange. C'est-à-dire qu'on a une capacité, parce que je trouve un accord de libre-échange, c'est un accord où bien sûr, on vous ouvre les marchés, mais aussi vous ouvrez votre marché. Donc, pour que le deal soit win-win, comme on dit, bien sûr vous allez ouvrir votre marché, les marchandises vont venir, mais il faut que vous ayez une offre exportable suffisante pour pouvoir bénéficier de ce libre-échange. Nous avons fait le contraire. Désolé de vous le dire. Nous avons fait exactement la séquence inverse.
C'est-à-dire qu'on s'est mis à signer des accords de libre-échange à tout va. Et ce n'est qu'après, et seulement après, lorsque les résultats que je vais vous montrer ont commencé à tomber, qu'on s'est dit, oh là 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 là, mais on n'est pas compétitif, mais on n'a rien à exporter. Eh oui, on n'a rien à exporter. On n'a pas une offre exportable. Alors, mieux que tout discours, je vais vous montrer les chiffres, les derniers que j'ai prisés cet après-midi. Regardez, ça, c'est tout simplement la balance. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Peu au-delà, je ne sais pas si vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez. Vous le voyez, mais là, je ne vois rien. Ce qui est important ici, c'est que, je peux vous dire, cette année, en 2012, on risque de terminer l'année avec un déficit de 200 milliards de dirhams. Je suis à 200 milliards, là, autour de 22-23% du PIB. Plus grave encore, le taux de couverture, il y a un indicateur qui est clair, qui est universel, parce qu'on peut comparer avec tous les pays. C'est ce qu'on appelle le taux de couverture des importations par les exportations. En clair, lorsque j'importe 100, combien j'exporte? Eh bien, quand j'importe 100, j'exporte 48. Voilà, c'est ça le chiffre du monde, aujourd'hui. Et regardez, comment, alors, je ne sais pas, regardez ça avec la courbe, il y a le taux de couverture. Il est en dégradation continue, pratiquement. Regardez maintenant un autre graphique que j'ai pris encore cet après-midi. Ça, c'est le résultat des accords de libre-échange. Là, ce sont les pays, alors je sais, là je ne vois rien. Oui, c'est les pays avec lesquels on a des accords de libre-échange. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous, on a pratiquement 55 pays avec lesquels on a des accords de libre-échange. Comme ça, c'est énorme. 70% du commerce extérieur marocain passe par des accords de libre-échange. C'est vous dire qu'on a été très très loin dans cette affaire. Eh bien, regardez. Il n'y a pas un pays, il y a un seul, ouais, avec lequel on est exploitant. On a un petit chouïa d'excédent. Ok? Regarde. Et ce qui est intéressant encore, c'est que précisément avec le début, les accords, la plupart ont commencé à entrer en vigueur à partir de 2005-2006. Donc d'abord, on a 5 ans, 6 ans. Et bien, précisément, c'est depuis 5-6 ans que la courbe s'accentue. Les déficits se sont accentués. Regardez, partout, la tendance est la même. Avec l'Union européenne, avec l'accord d'Agadir, c'est un accord qu'on a fait avec la Tunisie, l'Égypte et la Jordanie. L'accord avec les États-Unis, l'accord avec la Turquie, vous voyez bien, donc ça se passe de commentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons signé des accords qui deviennent aujourd'hui des véritables bombes pour notre économie, qui plombent notre économie. Parce que, alors je vais en parler dans la conclusion, n'imaginez pas qu'on peut éternellement être en déficit commercial. Alors la sanction arrive à un moment, je dis la sanction. Il y a les réserves de change. Jusqu'à maintenant. Comment on a vécu ces derniers temps? Le déficit commercial continuait de croître. Mais au niveau de la balance des paiements, à la mahal, heureusement, oui, les résidents marocains continuent quand même à envoyer entre 55 et 60 milliards de dirhams par an, c'est pas rien. Il y a le tourisme, il y a un peu d'investissement étranger. Tout ça permettait de garder la tête au-dessus de nous. Mais d'abord avec la crise, le recul des transferts des RME et du tourisme et des IDE et l'accroissement du déficit, eh bien il n'y a pas de mystère. On a commencé à puiser dans nos réserves de change. Donc on puise une année, 2 années, ça, ben, il y a un moment, on regarde les réserves, il ne reste plus rien. Vous savez, probablement, vous êtes tous jeunes, je suis sûr que vous n'êtes même pas nés en 83. Mais en 1983, le Maroc était entré dans ce qu'on appelait une politique, il était quasiment mis sous tutelle économique du Fonds monétaire international à l'aise. Exactement pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'on était arrivé à une situation où on regarde les réserves de change, il nous restait l'équivalent de 15 jours d'importation.
Ça veut dire, ça veut dire que c'est la famine. Hein. Vous imaginez surtout un pays comme le Maroc qui est en état de dépendance alimentaire. Il faut bien comprendre la gravité de la chose. Encore une fois, on parle de demain. On est un pays qui est dépendant pour son alimentation et dépendant pour son énergie. C'est-à-dire qu'on importe les aliments, on importe le blé, on importe l'huile, on importe le sucre, on importe plein de choses pour se nourrir et on importe bien sûr les hydrocarbures. Le jour où on regardera les réserves de change et qu'on constatera qu'on n'a plus de quoi importer, vous imaginez la situation. Vous dites ça, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à se mettre sous la tutelle. C'est un protectorat économique. Appelez les choses par leur nom, c'est pas appelez-le comme vous voulez. La Grèce aujourd'hui, vous voyez bien la population, ce qu'elle vit, les conditions qu'elle vit aujourd'hui. Mais c'est quoi? C'est la condition, c'est la conséquence logique de tout ce que nous sommes en train de nous dire. Donc, il faut bien comprendre la gravité de ce que je suis en train de vous dire là. C'est que ce sont des situations qui, à un moment donné, on se dit, oui, d'accord, on est en déficit, c'est pas grave, on cherche des palliatifs, etc. Mais il y a un moment où la sanction arrive, ok? Il faudra bien payer. Si on n'a pas de quoi payer, ben on faudra passer à autre chose. Alors, donc, j'arrête sur cette partie-là. Je termine le truc par le financement. Alors, sur le financement, là aussi, je ne vais pas être long, très rapidement. Le financement, eh bien, évidemment, il y a le financement privé et le financement public. Financement privé, il faut savoir une chose. Nous sommes dans une économie. Le taux d'épargne, il n'est pas très élevé, hein. Bon, il n'est pas nul, hein, mais il est autour de 23, 24, des fois il monte à 28, il descend à 23. C'est un taux qui reste quand même insuffisant par rapport au taux d'investissement, les trucs comme ça, 32-33%. Et donc, ça veut dire qu'il y a un problème de l'épargne. Deuxièmement, le taux de bancarisation, c'est-à-dire les Marocains ne sont pas très bancarisés, hein. Ne fréquentent pas beaucoup les banques, n'ont pas beaucoup de comptes en banque, etc. Et ça, objectivement, c'est un handicap pour l'évolution de l'économie. Troisième problème, nous avons un système bancaire qui est en fait un vrai cartel. Un cartel, vous savez ce que c'est qu'un cartel? C'est un quasi-monopole, un oligopole. Ça veut dire qu'on a une douzaine de banques qui se réunissent entre eux, qui sont d'ailleurs coalisées dans ce qu'on appelle le GPBR, c'est le groupement professionnel des banques du Maroc. Et le GPBR est un lobby extrêmement puissant, un vrai cartel qui en fait détermine, croyez-moi, qu'il contribue largement à déterminer la politique monétaire et de crédit du pays. Le problème est que ce cartel use et abuse de cette politique monétaire et de crédit, de la faiblesse des pouvoirs publics en face. Ça se traduit concrètement par quoi? On est tout le temps là en train de nous dire, notamment les chefs d'entreprise sont tout le temps à dire, de se plaindre, mais il n'y a pas assez de crédit, les banques ne nous accompagnent pas, les banques ne vont pas avec nous, ne nous donnent pas suffisamment de crédit. Ben oui, les banques ont une attitude extrêmement frileuse, et donc effectivement ne jouent pas le rôle qui est normalement le rôle d'accompagnateur de financement des investissements. C'est ça le rôle en principe d'une institution financière, c'est d'accompagner le développement par le financement. Nos banques ne jouent pas ce rôle. Alors, je passe encore sur le coût du crédit qui reste très large, qui reste extrêmement élevé. Le coût d'intermédiation, je vois le coût d'intermédiation, c'est-à-dire la différence entre le coût d'acquisition des ressources et le coût de vente, c'est-à-dire les taux d'intérêt. Les marges d'intermédiation des banques marocaines sont extrêmement élevées. C'est d'ailleurs ce qui explique que même lorsque l'économie est en crise, le seul secteur qui est florissant, ben ça reste celui des banques. Alors là, il arrive à un moment, on se pose des questions. Est-ce que les banques sont là pour elles-mêmes ou elles sont pour financer l'économie? On a l'impression qu'on est face à un secteur qui vit pour lui-même. Et donc c'est un vrai problème. Sans parler de la question de la bourse, il y aurait, pour Wahda, il faudrait un exposé. Vous savez que la bourse, depuis 5-6 ans, est en électrocardiogramme plat. Croyez-moi. Et attention, on pourrait parler de... Moi, je trouve que la crise de la bourse aujourd'hui est typiquement une crise de confiance et donc typiquement une crise de gouvernance. C'est-à-dire qu'on a là un exemple typique où des pratiques illégales, déloyales,
à force d'abuser du petit épargnant en particulier, eh ben, on fait fuir tout le monde. Le résultat, et je vous dis que la bourse, là aussi, ne joue plus son rôle. Je vous rappelle que là aussi, la bourse, normalement, son rôle, c'est de contribuer au financement de l'économie. La bourse ne joue pas son rôle de financement de l'économie. Bon, passons au financement public un mot. Financement public, évidemment, vous connaissez, je pense que vous avez entendu, en ces temps où on parle de la loi de finances, on ne parle que des crises des finances publiques, de crises budgétaires. Je pense que moi, je vais me contenter là aussi à vous citer un ou deux éléments avec un ou deux graphiques et vous allez comprendre ce qui me semble être le cœur du problème. Parce que je pourrais passer des heures à vous parler de la structure des ressources, la structure des dépenses, comment c'est, peu importe. Ce qui m'intéresse, pour vous montrer, encore une fois, moi je veux voir l'avenir. Pour vous montrer malheureusement que le problème est structurel et que ce n'est pas une question d'une année ou 2 années. Je m'explique. Un budget de l'État, c'est quoi? C'est des ressources et c'est des dépenses. Normalement, dans un pays comme le Maroc, je reviens, là, je suis en train de faire les bouclages. Dans un pays comme le Maroc où les ressources naturelles sont faibles, je répète, nous ne sommes pas un pays pétrolier par exemple. Le Qatar ou l'Arabie Saoudite, ils n'en ont rien à faire des ressources fiscales par exemple. La fiscalité maintenant est du gouvernement. Parce que l'essentiel vient des recettes du pétrole. Le phosphate, c'est dérisoire. Vous savez combien l'OCP cette année verse au budget de l'État? Moins de 15 000, c'est-à-dire moins de 5-6%. C'est rien. Donc, rien pour vous dire que nous sommes un pays qui n'avons pas de ressources particulières. Donc, nous ne sommes pas un pays rentier. Donc, un pays dans la situation du Maroc, qui n'a pas de rente pétrolière, qui n'a pas de richesse naturelle, qui a déjà vendu les privatisations. Alors, la privatisation, c'est déjà quasiment terminé. Les canards, c'est comme on dit, on a déjà vendu les bijoux de famille. Mais pratiquement pas grand-chose. Je ne vois rien. Le secteur public, il verse des bricoles, 2 ou 3 points du budget, donc 3%. Donc, récapitulons, un pays qui n'a rien de tout ça. Mais qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste la fiscalité. Et un pays comme celui-là, les ressources fiscales, doivent représenter 85%, sinon plus, de ces dépenses. C'est-à-dire que ces dépenses doivent être financées à plus de 85% par ces ressources fiscales. Et l'issue possible, si on veut éviter la catastrophe. Alors, regardez. Voilà. Ça, c'est la part des recettes fiscales dans le financement des dépenses du BGE, du budget général de l'État. Regardez. Vous voyez? Cette année, on est à 60%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous êtes dans cette situation où il faut dépenser 100, vous regardez vos possibilités propres. La fiscalité, c'est les ressources propres de l'État. Vous trouvez 60. Vous cherchez les petites bricoles, et là, ça vous donne 10. Vous amenez 30. Mais c'est l'endettement, il n'y a pas de mystère. Vous vous endettez. Donc, vous vous endettez une année. Là aussi, la même chose, 2 années, 3 années. Le stock de la dette monte. Il y a un moment où, non seulement, c'est ce qu'on appelle la trappe de la dette, c'est-à-dire que le service de la dette, c'est-à-dire qu'il faut rembourser la dette, qui est une dépense, pèse sur les dépenses. Elle pèse tellement sur les dépenses que vous avez besoin encore de vous endetter encore plus pour rembourser la dette, et ainsi de suite, et ça devient infernal. Eh bien, alors, regardez la situation, d'accord? C'est des choses que j'ai prises encore simplement cet après-midi. Vous voyez, il y a un indicateur très important là aussi. C'est une comparaison simple, et que vous pouvez comprendre aisément. L'évolution de l'endettement, de la dette, par rapport à l'évolution du PIB. Vous voyez bien la logique. Si l'endettement, la dette augmente plus vite que le PIB, ça veut dire que vous vous endettez à un rythme tel que vous ne pourrez pas rembourser,
Puisque le PIB, c'est la richesse que vous produisez qui vous permet de rembourser. S'il y a des richesses qui augmentent moins